j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en place un modèle de ce que c'est la femme libre. Puis on lui dit, plus tu te rapproches de ce modèle-là, plus tu es libre, et plus tu t'éloignes de ce modèle-là, moins tu l'es. C'est quelque chose que... Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Dans le sens que le féminisme, en soi, c'est pas se battre pour porter le moins de vêtements possible, c'est pas se battre pour porter le plus de vêtements possible, c'est se battre pour avoir le choix. The Goldwaters is brought to you by Goldwater Dubé, shaping the history of Canadian family law since 1981. The Goldwaters vous est présenté par Goldwater Dubé, modeler l'histoire du droit familial canadien depuis 1981. De retour avec les Goldwaters, ici Dan Delmar avec Anne-France. Bonjour Anne-France. Salut Dan. Alors c'est un autre épisode en français aujourd'hui pour notre auditoire québécois et on parle des fameux signes ostentatoires, un débat qui traîne depuis presque une décennie au Québec. Quel débat fatigant. Ça c'est une solution qui cherche un problème. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec la jeune Sandoz Lamahari. Elle a 17 ans. Elle est en technique policière au Collège de Huntsic et elle veut devenir la première policière voilée au Québec. C'est dur à croire que dans l'année 2018, nous n'avons déjà pas de policière voilée. On ne parle pas de voile intégral, bien entendu, mais le hijab, c'est-à-dire donc une femme qui couvre ses cheveux. Quel est le problème? Et là, elle va être la première et ça semble créer déjà un débat social. Pourtant, depuis plus de 30 ans, les policiers du sexe masculin à travers le Canada ont le droit de porter le turban, c'est-à-dire de cacher leurs cheveux, ou porter le kippa, le yarmulke, qui cache aussi au moins une partie de cheveux, et ça cause aucun débat. Mais lorsque c'est une jeune femme, on est là tout de suite prête à l'attaque. Bonjour Sandoz. Bonjour. Bienvenue au cabinet Goldwater Dubé. Bonjour, merci. Alors, c'est très gentil de votre part d'avoir accepté notre invitation. Surtout, jeune femme courageuse que vous êtes qui a décidé de devenir policière. Et policière qui porte le hijab. C'est ça. Et on dirait que ça froisse certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais juste quelques questions pour que nos auditeurs comprennent un peu votre situation, alors et vos choix. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir policière? C'est vraiment la polyvalence de ce métier. Donc vraiment, plus je me rapproche du domaine, plus je réalise que c'est fait pour moi. À la base, je m'entraînais avec des futurs policiers, des étudiants en technique policière, puis on bavardait beaucoup par rapport à ça. On discutait de la technique. Ça, c'est pendant que j'étais au secondaire. Puis à chaque fois, c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Écoutez, ça ressemble pas mal à ça, là. C'est vraiment la polyvalence du métier, être capable de se mettre dans un axe de soutien, d'encadrement, que ce soit de la répression, de la prévention, tout ça. Donc, ça se rapporte beaucoup à la personnalité que j'ai, puis au quotidien que j'ai envie d'avoir plus tard. Quelle est la répartition de jeunes hommes et jeunes femmes dans votre classe? Bien, dans un pourcentage, je vous dirais environ 30 à 40 % de femmes. Wow. On est encore minoritaire, mais je pense que plus le temps avance, plus on commence à prendre notre place, puis on s'en vient vers le 50-50 bientôt, j'imagine, là. J'ose espérer. Ouais, et comment sentez-vous? Est-ce qu'il y a une répartition aussi par rapport aux différentes communautés culturelles dans votre promotion? C'est clair que les diversités culturelles sont minoritaires. Je peux en compter sur les doigts de ma main. On n'est pas beaucoup, mais on s'intègre très bien, puis il n'y a pas de différence, là. On est des étudiants en technique policière, tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de discrimination, ça va super bien, on s'intègre, là. Est-ce que vous discutez entre vous, les étudiants, là où chacun aimerait travailler en tant que policier ou policière un jour? Et oui, clairement, là. Et quelle serait votre préférence? Moi, ce serait la SPVM et le service de police de Laval. Donc, c'est vraiment les deux corps de police où j'aimerais travailler plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que vous préférez la grande ville que de travailler en région? Bien, un grand sentiment d'appartenance, sachant que je suis née à Montréal et j'ai grandi à Laval. Donc, tout ce qui est les normes informelles, les normes formelles, tout ça, je les connais quand même pas mal. Puis, le pluralisme culturel de ces pays, de ces endroits-là. Je m'excuse. Ça fait failli dire. De ces villes, c'est ça. Donc, puis, je parle de culturel, mais je parle d'autres choses aussi. La diversité
dans tous les sens de ce terme-là. Vraiment. Alors, vous vous retrouvez comme dans votre communauté, quoi? Bien, dans les communautés, bien, plusieurs, là, pas juste la mienne. Je parle de vraiment les communautés, tant qu'elles sont différentes et mélangées, là. Est-ce qu'on vous mène, les jeunes cadettes, à visiter les différentes communautés puis faire la connaissance des vrais gens dans des vraies situations difficiles? Pas dans le cadre de notre cours, Oui. de nos contents. Bien, on fait des projets. Donc, juste récemment, j'avais un projet où il fallait que je m'en vais au quartier gay pour me rapprocher un peu de la communauté LGBTQI. Puis, c'est vraiment très, très enrichissant comme expérience, surtout en tant que futur policier. Il faut savoir qu'on va devoir interagir avec plusieurs personnes, plusieurs différentes personnes, dont des gens de cette communauté-là. Donc, je trouve ça très intéressant, très enrichissant comme expérience. Puis, je pense que ce sera pareil tout au long de notre processus de formation là, en tant que futur policier, c'est ça. Oui, en effet, il faut se rappeler que peu importe qu'est-ce qu'on est là, soit on peut avoir à rencontrer, interagir avec toutes sortes de personnes à croyances ou orientations différentes. Puis justement, un pas vers la tolérance, ce serait le fait de comprendre, de savoir c'est quoi. Donc le fait qu'on se rapproche de ces milieux-là, ça nous permet de faire un pas en arrière, tu sais, par rapport à l'intolérance, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment très... C'est un très bon projet. Bien, alors, comment vous avez senti lorsque le débat sur les symboles ostentatoires a commencé? C'est sûr que ça m'a interpellée parce que je savais que ça me visait, moi en particulier. Faut savoir qu'avant de rentrer en technique policière, j'ai mis les mains et les pieds pour avoir une réponse concrète sur cette question hypothétique. À chaque fois que je m'en allais dans une compétition, je sais pas, en Abitibi-Témiscamingue ou à Val-d'Or, tu sais, je croisais un policier, puis je l'interpellais, je lui disais, est-ce que j'ai le droit de porter ça, le hijab? Puis à chaque fois, c'est tout le temps des réponses du genre, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que tu ferais une bonne policière, tu sais, t'as une certaine éloquence, tu sais, on jase, on se parle, tout ça. Donc jamais on me dit comme quoi que ça allait être un problème. Puis, donc, tout le monde avait une belle ouverture d'esprit, oui, clairement. en effet. J'ai fait le tour de plusieurs PDQ, plusieurs corps de police, puis jamais on m'a dit comme quoi que ça allait être une embûche. Donc je suppose peut-être pour beaucoup de gens, c'est nouveau, mais devant l'idée, quand même, ils trouvent pourquoi pas. C'est ça. Encore une fois, il y a du monde qui sont contre, puis il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste une question de... Mais ça vient pas, je dirais que ça vient pas naturellement des gens devant le fait d'exprimer la haine. Ils vont juste dire, tant que vous êtes une bonne personne, ils trouvent que vous ferez une bonne policière, ils disent, pourquoi pas, n'est-ce pas? Tant que c'est vécu dans le respect, il n'y a pas de problème, là, tu peux être pour ou contre, c'est correct. N'est-ce pas? Hein? Ça, c'est toute une nuance. C'est ça. Je suis très ouverte à la critique. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs qui sont peut-être un peu moins familiers avec vos croyances, qu'est-ce que ça signifie le port du hijab pour vous? Vous couvrez vos cheveux, votre visage, on voit vos beaux yeux, votre visage. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que ça représente, le hijab? En fait, vous pourrez se poser cette question-là à plusieurs femmes voilées, puis à chaque fois, vous aurez des réponses différentes. Moi, personnellement, ça se rattache à mes valeurs, mes principes. Puis, j'apprécie beaucoup le fait que je puisse me dissocier des standards que la société nous impose indirectement. Puis, je parle particulièrement des standards, des idéals qu'on impose à la femme. J'ai l'impression qu'on est en train de mettre en place un modèle de ce que c'est la femme libre. Puis, on lui dit, plus tu te rapproches de ce modèle-là, plus tu es libre, et plus tu t'éloignes de ce modèle-là, moins tu l'es. C'est quelque chose que... Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Dans le sens que le féminisme, en soi, c'est pas se battre pour porter le moins de vêtements possible, c'est pas se battre pour porter le plus de vêtements possible, c'est se battre pour avoir le choix. Et donc, que le choix soit laissé à la femme elle-même. Exactement. On aurait pensé que ça allait de soi, hein? Alors, que direz-vous aux politiciens qui disent que votre hijab va à l'encontre des principes de laïcité de l'État? Ben, écoutez, je suis pas qualifiée dans le sens que genre, je suis pas très rapprochée de tout ce qui est politique, tout ce qui est, tu sais, je sais pas, jurisprudence, je ne sais trop. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est quoi la définition de la laïcité? Puis est-ce que justement ça implique le fait que mon port du voile n'est pas laïque? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Oui, c'est une super belle question. Ouais, okay. Pas nécessairement juridique, mais il y a différentes définitions de la laïcité. Il y a certains qui perçoivent la laïcité comme étant
une absence totale de visibilité de tout signe religieux. Ça, c'est une façon de concevoir la laïcité. OK, mais ça, est-ce que ça viendrait à l'encontre de la Charte des droits et libertés de la personne? À notre avis, oui. Okay. Oui. Mais à une autre définition Est-ce que j'ai mentionné oui? Oui. Une autre façon de définir la laïcité, c'est au contraire de permettre à tous et chacun d'avoir leurs croyances et donc de faire en sorte que l'État soit neutre, que l'État n'ait pas de religion, pour que les individus, eux, soient libres d'avoir les croyances religieuses qu'ils veulent avoir. Donc, c'est sûr que si on va dans le sens de cette définition-là et que vous êtes un agent de l'État comme policière, vous pouvez vous porter un signe religieux, mais vous pourriez pas, par exemple, imposer à quelqu'un vous pourriez pas dire à quelqu'un, mais toi, tu dois suivre le ramadan. Tu es musulman, tu dois faire le ramadan. Certainement. Ou tu es musulman, tu n'as pas le droit de consommer de l'alcool. Vous pourriez... Ça irait à l'encontre de cette conception de la laïcité si vous vouliez imposer vos croyances aux autres. D'accord. Alors, moi, j'ai une autre façon. Je vais m'inspirer de mes enfants, même si je suis vieille. Du point de vue de la nouvelle génération, l'État n'a rien à dire quant à l'orientation sexuelle ou même l'identité sexuelle des hommes et des femmes. Si un homme veut coucher avec un homme ou une femme veut coucher avec une femme, ou même ce qu'on reconnaît plus souvent que l'homme couche avec la femme, peu importe, l'État n'a plus aucune opinion, c'est libre à chaque individu de décider, et même au point que si un homme se sent plus dans sa peau qu'il est femme, il a le droit de se déclarer femme, et si une femme se sent plus un homme dans sa peau, elle peut se déclarer homme, et dans tous les cas, l'État n'a pas d'opinion, parce que ça appartient à l'individu comment il ou elle se sent bien dans son orientation et même son identité sexuelle. Alors, la société occidentale, je dirais Québec et canadienne, la société québécoise et canadienne est devenue très moderne pour tolérer ces aspects d'orientation. On ne dit pas à une femme, il faut que vous soyez féminine et que vous portez toujours une jupe et une blouse et des rouges à lèvres et que vous devez épouser un homme rendu à l'âge de 25 ans puis faire 4 enfants. Ça, c'est fini. N'est-ce pas? Oui. Alors, mais drôlement, et tout le monde apprécie ça, même pour des plus vieux, parfois on se dit, wow, ça fait énormément beaucoup de liberté. On n'a pas vécu ça quand nous étions jeunes, mais on s'adapte à ça. On trouve ça très génial que les jeunes personnes ont cette tolérance-là, mais drôlement, c'est pas la même chose par rapport aux religions. Alors, donc, dans ma communauté, je peux voir des Juifs qui sont autrement comme moi, qui vont même ressembler à des membres de ma famille, puis ils vont être vêtus, comme je dis, les femmes avec la perruque, les hommes avec le grand chapeau, tout ça. Et c'est pas moi, mais je vais me dire, mais libre à eux de vivre leur sentiment d'appartenance à Dieu comme ils le font, même si moi je le fais pas. Et puis, pour moi, ils sont pas moins juifs que moi, parce que et moi, je suis pas moins juive qu'eux, vous comprenez? Alors, et la même chose, j'ai été élevée avec beaucoup de gens catholiques. Alors, on a vu souvent des prêtres et des sœurs dans la rue, habillés dans leurs vêtements. Et au contraire, c'était toujours une opportunité de montrer plus de respect, pas moins de respect, parce que les gens sont plus religieux. Alors, j'ai toujours pensé, ça appartient à l'individu de prendre cette décision. Alors, pour moi, la laïcité de l'État veut dire, l'État n'a pas d'opinion. L'État vous laisse vivre tant que vous respectez la loi, tant que vous respectez votre voisin. C'est tout ce qu'on attend de vous. On a tous droit à notre vision de la bonne vie. Et ça m'amène à une belle question pour vous. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos politiciens qui disent que votre hijab va à l'encontre de la laïcité de l'État, selon eux? Mais par rapport à la définition que j'ai entendue tantôt, je vous dirais que, en fait, moi, tout ce que je recherche, c'est une réponse concrète concernant mon signe religieux dans les corps de police. Donc, oui ou non. Dans les deux cas, je sais que je deviendrai policière. Je sais que je deviendrai policière. Si c'est pas ici, ce sera dans la province d'à côté, là où ils jugent que c'est un atout d'apporter un nouveau visage dans les corps de police. Donc, voilà. Puis, encore une fois, la définition de la laïcité, je pense qu'elle devrait être uniforme un peu partout, là. Et est-ce que vous savez si vous serez la première policière en hijab au Québec?
Ben, pour le moment, ça ressemble à ça. J'aimerais vraiment ça devenir policière au Québec, particulièrement pour les raisons que j'ai citées tantôt. Est-ce que nous allons être invités à votre graduation ben oui, ou à pourquoi sermentation? Ben oui. Nous viendrons avec un cadeau. J'aurais pensé, moi aussi, que c'était une question résolue depuis longtemps selon la Charte canadienne de droits et de liberté. J'ai croisé des policiers sikhs ailleurs au Canada, en Ontario, Colombie-Britannique. Et ce sont des policiers autant nobles que les autres, à vrai dire plus beaux, parce que ça fait l'homme plus masculin, avec le turban, souvent avec une barbe et moustache imposant. Alors, au moins parlant pour moi-même, et pour ça que je suis émue que vous êtes venu ici, je trouve qu'il est très important que notre corps policier ressemble à la communauté pour que chaque citoyen sent qu'il est représenté dans les figures d'autorité et qu'il se retrouve. Et s'il peut croiser une policière qui ressemble à sa sœur ou sa mère dans des années-là, sa sœur ou sa cousine ou sa blonde, je trouve ça va rassurer beaucoup de communautés qui vont se sentir, qui font vraiment partie de la communauté canadienne. Et j'ose dire à tous ces politiciens, dont la majorité sont catholiques, j'ose dire que c'est pas très catholique de leur part d'essayer de rejeter ou d'effrayer ou d'intimider une jeune femme si intellectuelle, qui parle si bien, qui est si éloquente, au lieu de l'accueillir chaleureusement et dire voilà, notre futur est devant nous. Ici, on accueille les meilleurs, les plus brillantes, les plus beaux et tout, n'est-ce pas? Un gros merci, ça me touche vraiment. C'est les propos que vous dites, là, vraiment, merci. C'est de notre cœur. Alors voilà, la jeune Sandos Lamahari, 17 ans, qui va être, on espère, la première policière voilée au Québec. Vos impressions en France sur Sandos? Quelle jeune femme éloquente, intellectuelle et bien élevée. Je crois que cette jeune femme sera un atout pour n'importe quel corps policier, quelqu'un qui a du caractère, qui se présente bien et qui est vraiment intéressé à participer dans sa communauté et apporter de l'ordre, la loi, la justice à sa communauté. Alors, et le fait qu'elle porte un hijab, premièrement, je crois que la grande majorité des gens vont même pas réaliser que c'est là. Et pour ceux qui le voient, je crois qu'ils vont avoir la réaction comme la mienne ou celle de Marie-Hélène. Wow, quel plaisir de sentir que notre corps policier cherche la diversité et veut refléter la communauté qu'il sert. Car on ne peut pas juste avoir en tout temps des jeunes hommes blancs et chrétiens. Il faut chercher des femmes, il faut chercher des personnes d'autres couleurs, d'autres variétés, d'autres savoirs, d'autres religions, d'autres croyances. Et c'est tout ce mélange-là qui fait un corps policier à l'auteur des besoins de sa communauté. Et là, je suis même étonnée si on pense que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une histoire bien connue d'un jeune homme, un adventiste du 7e jour, donc d'un secte chrétien, qui est devenu soldat en dépit du fait que Dieu le commande de ne pas porter une arme. Et c'est parmi les soldats américains un des plus grands héros qui a sauvé la vie de dizaines d'hommes, et tout ceci sans un fusil. Et on voit, il n'était pas un moins bon soldat ou un soldat moins respecté, simplement parce que ses croyances religieuses l'empêchaient de tout faire exactement comme chaque autre soldat. On a besoin de jeunes hommes et jeunes femmes courageux pour devenir soit policiers, soit soldats, et que ça soit lui, Smithy, dans la Deuxième Guerre mondiale, ou que ça soit Sandos aujourd'hui dans le corps policier de Montréal ou de Laval. Quel plaisir, quel enrichissement pour notre société. Un aspect que je voulais souligner, c'est que Sandos vraiment veut être féministe de sa façon. Décrivez-moi pour toi en France l'importance d'avoir un concept du féminisme ouvert.
j'ai toujours trouvé qu'il y a une certaine tendance mesquin à vouloir opprimer la femme vers la liberté. On veut presque obliger les femmes à souscrire à une philosophie féministe pure et dure qui requiert qu'on soit tous pareils. Et que si, par exemple, on va sur la plage et on porte pas le bikini pour montrer tous les petits morceaux, on n'est pas assez féministe. Premièrement, je pourrais faire la blague et dire à mon âge, je ne le ferai jamais. Mais au contraire, je préfère attirer l'attention à beaucoup de jeunes femmes qui se sentent heurtées dans cette obligation et veulent pas sentir l'obligation de porter le moins de vêtements possible pour faire plaisir à ceux qui pensent que le féminisme implique qu'une femme doit avoir le même genre de comportement qu'un homme. Parce que les hommes se permettent d'être très peu vêtus sur la plage, quoi. Et si une femme se sent plus à l'aise, comme une femme croyante musulmane ou une femme croyante juive, par exemple, pour donner un autre exemple, et elle sent le besoin de couvrir plus qu'elle montre, ça fait partie de son féminisme et donc partie de mon féminisme à moi. La vraie liberté pour les femmes, c'est de les laisser choisir tous et chacune leur vision de la bonne vie. C'est ça que la Charte canadienne de droits et libertés nous garantit et c'est ça que la Cour suprême nous a enseigné dans quel arrêt? L'arrêt contre Morgentaler, qui était un jugement par rapport au droit à l'avortement et aussi l'arrêt et Big M Drug Mart, qui était un jugement au sujet du respect du dimanche, comme le jour du Seigneur. Et l'importance du message transmis par la Cour suprême dans ces deux cas, c'est toute décision par rapport à la vie d'une femme appartient à la femme et pas à l'État, et pas aux autres, et pas aux réseaux sociaux. Pas qu'il y avait des réseaux sociaux à l'époque, mais vous comprenez. Alors, le féminisme implique une vraie liberté. Et si cette liberté est qu'une femme veut choisir de rester à la maison pour faire des enfants et les élever, et la femme veut pas travailler à l'extérieur, ça c'est son féminisme. Tout comme une femme a droit de devenir un ingénieur et peut-être juste avoir 1 ou 2 enfants, ou aucun enfant, ou jamais se marier. L'identité sexuelle d'une femme, l'identité religieuse, l'identité philosophique de la femme appartient à la femme et personne d'autre. À la fin de notre podcast, on aime partager des recommandations de lecture. Alors, avez-vous une recommandation sur le sujet de la laïcité ou de l'intégration? En tant que recommandation, je recommanderais The Female Eunuch by Germaine Greer. Certes, elle représente une école de pensée féministe d'une autre génération, même celle avant moi, mais je trouve que les jeunes féministes auraient intérêt à apprendre comment le féminisme classique a évolué. Et ça va permettre aux jeunes féministes de trouver leur voie, il me semble, et développer une vision du féminisme qui leur convient. Parce que les besoins qui existaient dans la génération de Mme Greer, dans ma génération et dans la génération de Sandoz, manifestement, sont toujours là. Alors, pour avoir une certaine profondeur d'analyse, on ne pourrait pas se tromper en lisant Germaine Greer. Alors, on va suivre le cas de Sandoz de très près. Et Maître Coldwater, à la prochaine. À la prochaine, Dan. This has been a production of TNKI Media. Good talk.